tout le monde aujourd'hui pour cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'accueillir Jon-Erik Nielsen, j'espère que je prononce bien d'ailleurs. Parfait, c'est parfait. Ouais. D'accord. Donc, qui est l'auteur de nombreux livres, alors principalement des polars, mais aussi, vous allez le voir, d'autres genres. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation, Jon-Erik. Vous nous parlez depuis l'île Maurice. Merci à vous, Ah, à Eva. Un côté. grand merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, on va commencer déjà par vous présenter un petit peu. Donc, vous êtes français, hein, vous êtes français. Vous avez Oui, en dépit commencé. du nom, oui. Voilà, c'est ça. Vous avez commencé par être professeur d'allemand. Et puis, vous êtes devenu officier pendant C'est ça. plusieurs années, avant de revenir finalement dans l'éducation nationale en tant que conseiller principal d'éducation. Et maintenant, donc, vous, si j'ai bien compris, vous vivez de votre activité d'auteur et d'éditeur. Et cette fois à l'île Oui, Maurice. oui. Est-ce que j'ai bien C'est résumé? miraculeux, mais oui. Non, mais c'est C'est génial, parfait. c'est génial, c'est génial. Donc, en plus, vous éditez, on va en parler un peu plus tard aussi, mais vous éditez vos propres romans. Donc, c'est votre propre maison d'édition, c'est ça? HOH, je sais pas comment la prononcer d'ailleurs. Oui, je l'ai créé en 2005. Oui, tout Oui, à fait. J'ai créé en 2005 et maintenant on est trois à travailler. Oui. d'accord, c'est génial. C'est génial. Donc, en fait, je sais pas si on peut du coup parler d'auto-édition ou de. Je sais pas quel est le terme dans ces cas-là quand on a créé sa propre maison d'édition. Tout à fait. Alors, on est moins dans l'auto-édition, on est dans le micro-éditeur. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà, exactement. Donc, alors, du coup, je vais directement attaquer les questions, en fait, hein, puisqu'on va parler, on va déjà parler avant, parce que d'habitude, je présente, ça change d'habitude, parce que d'habitude, je présente les livres avant, mais là, on va les présenter après, voilà. Donc, on va Ok. d'abord parler un peu de votre passion et maintenant métier pour l'écriture. Oula, non, c'est pas ça, ça commence bien, les questions sont plus haut. Voilà. Donc, toujours des petits bugs. Hein. Alors déjà, la question première, comment vous est venue l'envie d'écrire, puisque vous étiez à la base professeur, officier, CPE. On n'était pas trop sur un... Alors, dans l'éducation, certes, ça s'en rapproche, mais on n'était pas trop sur de la littérature, en tout cas sur les lettres. Donc, Ben, comment au vous êtes départ, arrivé à ça? ouais, je crois que on commence à lire très très jeune. En tout cas, pour ma part, j'ai commencé très jeune. J'ai lu beaucoup, vraiment beaucoup, comme je crois tous ceux qui nous regardent ce soir. Et Mm. puis j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on regarde un sport ou quand on écoute un musicien. Si ça nous plaît, on a envie d'essayer un jour à son tour. Je crois que ça se joue un peu à ce niveau-là. Et puis j'ai quand même une formation de littéraire au départ, hein, donc Ah, dans ma formation de germaniste, on apprend à démonter les textes, à les décortiquer. On met les mains mm, dans le cambouis, on regarde ce qu'il y a dans le moteur, et donc on apprend à construire une introduction, une conclusion, comment se fabrique un roman en travaillant sur les grands auteurs. Et puis bah, évidemment, ça donne envie, donc c'est toujours un peu là. Et lorsqu'on est officier, lorsqu'on est ensuite conseiller d'éducation, on continue à écrire quelque part. On écrit des choses alors, qui sont assez techniques parfois, mais on écrit. Et quelque part, sans le vouloir, on s'entraîne toujours un peu. Et puis, il y a un moment, c'est plus fort que soi. Je crois que ça nous dépasse lorsqu'on devient auteur, lorsqu'on ose soumettre à d'autres ce que l'on écrit. Je me vis un peu comme une espèce mm. d'antenne, de récepteur. Et puis, c'est le besoin de retransmettre, d'être le vecteur d'un message, d'un texte. Donc, ouais, je crois que ça vous dépasse un peu. Il y a un moment, voilà, c'est plus fort que soi. Il faut y aller, il faut se jeter dans le grand bain. Ouais. Mm. Ok. Ok, ok. Oui, du coup, effectivement, avec les études littéraires, on a Adeline dans le chat qui Mm. nous dit pareil aussi, qu'elle a décortiqué des bouquins. Voilà, bonjour aux nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc du coup, ça nous amène un peu à la question de quelles sont vos influences littéraires, puisqu'à la base, quand même, on est toujours influencé par notamment nos Ouais. lectures.
En fait, ma chance, je crois, c'est d'avoir lu beaucoup de livres et puis dans des genres très, très diversifiés. C'était vraiment très, très éclectique. Voilà, donc, alors évidemment, pendant un moment dans ma formation, j'ai lu plus d'auteurs de langue allemande que les autres, évidemment, mais c'était un peu la cerise sur le gâteau. Ça vient compléter tout ce qu'on a pu lire avant, hein. On va lire des choses, des romans d'aventure chez Fenimore Cooper. On va aller dans la science-fiction, on va aller dans la bande dessinée. Enfin voilà, j'ai eu la chance de lire de façon très large, très horizontale. Et puis, en tout cas, pour ce qui est du roman policier, parce que c'est vraiment c'est mon activité principale aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 grandes influences qui vont déjà être évidemment chez la grande dame, chez Agatha Christie, hein, puisque je fais du roman policier britannique, hein, puisque je m'inscris dans cette école-là. Ouais, donc forcément, on est dans ces repères-là. Il y a une façon très particulière de fabriquer ce roman policier britannique. Il y a des codes qu'il faut respecter quand on veut s'inscrire dans ce genre. Et puis chez les Français, ça va être des gens comme Gaston Leroux. Alors Gaston Leroux, c'est Rouletabille, c'est le fantôme de l'opéra. C'est des choses qui sont là aussi très bien construites, qui sont très structurées, qui sont très fines, que j'aime beaucoup. Et puis plus près de nous, une troisième influence que je me reconnais, que j'aime bien, c'est un auteur islandais, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, il s'appelle Indridason, Arnaldur Indridason. Ouais, son personnage c'est Erlendur. Et j'aime bien ce compromis entre des intrigues de très grande qualité, qui sont très bien fabriquées, qui sont très originales, et puis cette vision qu'il nous donne de sa société islandaise, il nous la fait comprendre à travers ses intrigues. Vrai. Et ouais, je m'attache à faire la même chose avec la société écossaise, que maintenant, depuis bientôt un quart de siècle, je connais bien. Donc voilà, cet équilibre entre des intrigues qui sont plaisantes et dans le même temps, un vrai travail sur une société bien particulière. Ouais. D'accord, oui, non, mais je vois bien un peu les influences. Alors, j'ai lu qu'un livre pour l'instant, mais effectivement, oui. Ouais, le premier, c'était un galop d'essai, alors qui s'est bien transformé parce que c'est devenu un gros best-seller. Mais ça n'est qu'un premier. Et puis on évolue au fur et à mesure que l'on écrit, qu'on connaît son lectorat, et puis qu'on s'enrichit. Quand vous avez fait 5 ou 6 voyages en Écosse, c'est déjà bien, mais maintenant j'en suis près d'une trentaine. Donc c'est un pays que je connais encore mieux. Et donc, inévitablement, en tout cas, j'espère, on s'enrichit, on s'améliore au fur et à mesure de cette découverte-là. Ouais. Ok. Alors, on va parler de technique un peu. Donc, comment planifiez-vous votre roman, enfin vos romans en l'occurrence, hein, et quelle est votre routine d'écriture? Oui, on peut vraiment parler de routine, Eva. C'est vraiment ça, parce qu'il y a un moment, j'ai fini par professionnaliser, entre guillemets, tout ça. Donc, on devient plus précis, plus efficace, enfin j'espère, dans ce que l'on fait. La première chose à faire, je crois, c'est vraiment choisir une matière dans laquelle on va travailler. C'est-à-dire que dans tout roman, même si c'est un roman policier, il y a un message à délivrer. On a quelque chose d'important à dire, à partager. Et donc la première chose à chercher, c'est vraiment ça. C'est une matière, je me vois un peu comme un sculpteur sur bois qui va aller dans la forêt, chercher l'arbre qui lui convient, le bois qu'il a envie de travailler. Donc je crois que la première chose à faire, c'est ça, c'est trouver une matière qui soit la plus dense, la plus intéressante possible. Et puis on va donc inscrire l'intrigue dans un contexte là aussi le plus attrayant, le plus intéressant possible, emmener les lecteurs dans les Orcades au nord de l'Écosse, leur faire découvrir Édimbourg, la très jolie capitale, vous emmener sur l'île de Skye, qui est aussi une île un peu magique. Donc voilà, on va avoir un contexte qui va être là aussi le plus riche, le plus motivant possible. Et après, je vais toujours avoir décrire des lieux que je connais, que je suis allé respirer, que je suis vraiment allé toucher presque, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait ce cachet d'authenticité, parce que je crois que c'est indispensable d'avoir respiré ces moments-là et puis ensuite de les faire partager, de les transmettre dans les romans. Donc il y aura toujours pour moi une espèce de voyage de reconnaissance, même souvent quand je connais déjà un lieu. Et puis après, une fois qu'on est de retour, moi j'appelle ça quand on a fait l'éponge, qu'on s'est imprégné de tout ça, il va falloir écrire, restituer tout ça, alors de façon très préparé. Le roman policier britannique, ça ne s'improvise pas, hein, ce sont des mécaniques de précision, donc il y a vraiment tout ça à travailler de façon la plus précise possible. Il faut que les rouages fassent clic au bon moment, ça c'est important. Et puis il faudra, c'est un peu comme un compte à rebours, il ne faut pas oublier la partie finale, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un moment de relecture. Moi, j'ai 2 voire 3 personnes qui vont revenir retravailler sur le texte, hein, et donc il faut leur laisser le temps de faire tout ça de façon soignée. Et puis évidemment, pensez à l'imprimeur, pensez au partenaire de l'impression qui va vous permettre de donner une date, une échéance pour la parution. Donc c'est un peu comme on repart en arrière comme ça.
une espèce de deadline, il faut être prêt, Mm, et donc il faut les semaines passent vite, hein, par exemple mm, sur un an, le temps va passer très vite, et mm. j'ai envie de dire, il n'y a pas intérêt à être malade si on veut être prêt à l'instant T. Ouais. Ah oui, c'est toute une machine bien, voilà, bien huilée, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, D'accord. ouais. Et vous êtes de ces auteurs qui voyageaient, qui avaient besoin d'être sur les lieux Ouais. de l'action de votre roman, en fait. Parce que Je crois que ça tout le apporte un monde n'est pas plus, comme et ça, puis hein, j'aime mais... bien. Mm, Non, non, et bah, par exemple, Jules mm. Verne n'est jamais monté dans un sous-marin, pourtant il vous a fait 20 milieux sous les mers, C'est il vous a vrai. emmené sur la Lune. Mm, Le plus important, c'est l'imaginaire. Ça, bien sûr, hein, mm, l'imaginaire d'un auteur, c'est ça qui est décisif, et puis la mm, qualité des personnages qu'il va créer dans cet imaginaire-là. Maintenant, je trouve que en tout cas pour des pays comme l'Écosse, c'est un vrai plus que d'aller respirer ces sensations-là. Je crois qu'il n'y a rien de tel, en tout cas pour ma part, une fois, d'avoir eu peur de me perdre dans mm. les Highlands, au milieu des montagnes écossaises, dans la nuit, dans le froid, de me dire, bah, c'est le monde, enfin, c'est paradoxal, mais ça va être chaud. Donc, si on n'a pas ressenti ça, et c'est Ouais. important parce qu'ensuite, ça vous permet de créer ces ambiances un peu à la Chien des Baskerville quand la nuit, la brume arrive sur la lande écossaise. Si vous les avez vécues, si vous avez eu cette frousse-là, bah, Mm. c'est peut-être je dis bien peut-être, un petit plus pour vos romans, pour vos histoires. Ok, extrêmement intéressant. Alors du coup, oui, vu que la machine est bien huilée, du coup vous êtes assez prolifique. Alors quel est votre rythme de travail et de parution? Alors rythme de travail, on a compris à peu près, mais du coup rythme de parution. Alors, le rythme de parution, il était d'un livre par an il y a encore peu de temps, Mm. parce que depuis maintenant 2007, hein, je faisais, allez, bon an, mal an, une centaine de jours par an de dédicaces, hein, de contact avec les lecteurs. Cet échange-là, pour moi, est vraiment important, il est décisif. Il est décisif. Et donc, quand vous avez comme ça une centaine de jours, alors c'est passionnant, mais c'est chronophage aussi, hein. Mm. Et donc, il me restait vraiment voilà, pour écrire, pour être dans de bonnes conditions et ne pas se précipiter, le temps nécessaire pour écrire un livre par an. C'est la raison pour laquelle on est venu à l'île Maurice, Mm. pour en fait me dégager du temps, c'est-à-dire pour conserver un temps de présence qui va être à peu près de 4 mois en France sur une année, et tout le reste du temps, les 8 mois restants sont consacrés vraiment à l'écriture, au voyage, aux préparations. Et donc l'objectif, on s'y tient pour l'instant, c'est de cette façon-là, de pouvoir sortir 2 livres par an, un livre Ah écossais, ouais. puis un livre mauricien, on en parlera sûrement après. Mais voilà, Oui, pour tenir ce rythme-là, tous les 6 mois, un nouveau livre, et garder le maximum de qualité possible, hein, malgré ce rythme de production-là. d'accord. Ok. Et vous n'avez pas peur que ça fasse un peu, comment dire, usine à gaz, peut-être un peu bâclé comme ça de sortir aussi rapidement? Moi, ça Ouais, ouais, m'est mais c'est égal, mais il y vrai, a des Eva, gens hein, qui critiquent un peu ce genre ouais, de ouais. choses. Voilà, les parutions. Ils ont raison, Eva, parce que Mm, c'est un vrai piège. C'est mm, vraiment un piège. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant à ça. Donc là, je suis mm. en train d'expérimenter ça depuis 2 ans. Donc j'espère ne pas m'y perdre, ne pas m'y épuiser. En revanche, si je me rendais compte que ça nuit à la Mm, qualité, au niveau mm, de ce que je c'est fais, ça. parce que je me rendrais compte moi-même, parce que les Mm, lecteurs me le diraient, là, il mm, faudrait arrêter tout de suite mm. et revenir à un rythme autre. Tant que, je l'espère, je suis que la quantité et la qualité peuvent se Mm, concilier, ça me va très bien. mm. Si un jour je me rends compte que ça dérape, il faudra revenir en arrière. Ça, c'est une évidence. Ouais. Après, vous consacrez tout votre temps à ça, contrairement à Ouais. d'autres qui ont des métiers à côté. Donc, c'est vrai que du coup, vous avez le temps d'approfondir un peu vos écrits, je pense. Ouais. Il faut se méfier parce que Mm, on a des grands mm, modèles comme Agatha Christie qui mm, un jour un peu agacé avait osé dire, en dépit de la qualité de ce qu'elle faisait, mm. qu'elle avait le sentiment d'écrire du roman policier comme on débite de la saucisse. Et, et donc il faut C'est vrai écouter qu'elle en ces a grands écrit beaucoup, hein. modèles-là. Ouais, c'est Ouais, vrai. plus de 80. Et Ouais. donc, il y a un moment, elle a eu besoin de respirer. Elle est partie. Mm, C'est une des raisons pour lesquelles elle a créé ce personnage de Miss Marple, pour écrire différemment, pour écrire autre chose. Et il ouais. faut écouter ça. Il faut en apprendre et se dire que bah, ça peut nous arriver, nous aussi, bien sûr. Adeline qui dit c'était la citation du soir. Le coup des saucisses. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, ça peut les mettre en appétit. Voilà. Mais c'est une citation véridique. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ok. Alors, on va parler un peu de vos livres. Donc, on va commencer du coup par la saga Les enquêtes de l'inspecteur Sweeney, qui est votre première saga policière, peut-être même votre première saga tout court en vrai. Tout court. Voilà. Donc, alors ouais, c'est vrai que la question se pose quand même, pourquoi l'Écosse déjà?
Ouais, alors c'est comme une histoire d'amour, ça commence, on s'y attend pas, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre qui, pour moi, commence en 2000, où où je vais passer un week-end à Édimbourg. Je dois pas y aller du tout, ça m'attire pas spécialement, c'était pas prévu. Et puis, vous savez très bien que les choses n'arrivent jamais par hasard dans la vie. Donc, je me retrouve à Édimbourg, et là, c'est un coup de foudre absolu. Ah ouais. Enfin, je suis à Édimbourg immédiatement comme chez moi. Il se passe quelque chose, quoi. Mm. Je suis à la maison, alors que je découvre cette ville. Et puis, je vais retourner 3 mois après pour en voir un peu plus, pour me dire calme-toi, garçon, tu t'es emballé. C'est forcément pas aussi bien, aussi paradisiaque que tu le crois. Et 3 mois après, je vais donc retourner à Édimbourg. Je vais visiter les Highlands, en voir un peu plus, me faire une idée un peu plus juste de cette première impression, qui sera vite confirmée. Le coup de foudre est confirmé. Je suis en Écosse comme chez moi, c'est un vrai bonheur. Et je vais y aller comme ça pendant 4-5 ans avant de commencer à écrire. Et puis, lorsque l'idée vient d'écrire du roman policier, je trouve qu'effectivement, l'Écosse est un pays propice à l'imaginaire, à ces sensations-là. Et j'ai envie de faire du roman policier britannique un peu. C'est vraiment ça que j'avais envie de construire. Et puis, voilà, l'Écosse convenait bien. Et je suis parti avec Meurtre au 18e trou dans cet univers du golf. Et d'ailleurs, merci pour la veste, Eva, parce que vous êtes parfaitement raccord. Hein, vous avez vu? Ouais, parce que c'est la couverture du premier. Moi, je dis c'est juste parfait. Ah bah, on s'adapte. Ouais, mais c'est vraiment parfait. Non, voilà, c'est un pays qui et le coup de foot, c'est pas démenti. Hein. Donc j'y vais 1 à 2 fois par an. Donc je suis j'ai pas compté, hein, mais je suis à presque 30 voyages depuis 2000. Et j'essaie à chaque fois d'en découvrir un peu plus, d'en voir un peu plus. Et même quand je retourne pour la 7e ou 8e fois à Édimbourg, c'est à chaque fois pour découvrir quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'ai aucune lassitude. C'est une vraie passion, c'est-à-dire que je me lasse pas. Je découvre à chaque fois et je me sens bien en Écosse systématiquement. Là, j'y retourne l'été prochain avec mon dernier petit bout d'Écosse à découvrir, les Shetland. Mais voilà, c'est toujours une passion qui est intacte. Ouais. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de voyages. Vous devez connaître comme votre poche à force. Ouais. Ouais, et pas tout, heureusement, pas tout, parce qu'il y a tellement d'îles, par exemple en Écosse, il y a des choses que j'ai encore besoin de faire, comme découvrir l'île d'Egg, E2G, ça s'écrit, c'est à l'ouest de l'Écosse. J'ai vraiment envie de découvrir, c'est une île qui vit en autarcie, voilà, qui est assez magique. Et dans mes derniers voyages, voilà, je suis allé à Saint-Kilda, là aussi un archipel un peu fantasmé par les amateurs d'Écosse, où j'ai enfin pu aller. À chaque fois, voilà, je suis comme un gamin, quoi. J'ai les petites étoiles dans les yeux et je m'en mets plein les yeux à chaque fois. Ouais. J'imagine. Du coup, dans cette saga, on va suivre donc l'inspecteur Archibald Sweeney, qui est un jeune inspecteur, en fait, hein, qui, pour la première fois, se retrouve avec une affaire assez importante. Donc là, dans le premier livre, en l'occurrence, effectivement, une jeune femme américaine, donc ça se passe en Écosse, hein, évidemment, une jeune femme américaine assassinée d'un coup de club de golf, donc sur un terrain de golf. Ouais. Voilà. Oui, on le comprend vite, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et donc voilà, alors moi j'ai lu le premier tome, hein, Meurtre au 18e trou. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est surtout, c'est pas tant l'enquête, c'est surtout le personnage principal que voilà, enfin Sweeney, hein, Archibald Sweeney, voilà, le protagoniste, que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien j'ai beaucoup aimé sa naïveté, en fait, voilà, mais naïveté sans être idiot, en fait, hein, parce qu'on voit qu'il voilà, il réussit évidemment à résoudre l'énigme, hein, sinon ce serait pas drôle, mais voilà, il a un côté très naïf qui découvre les choses comme ça, c'était très frais, en fait, et je me suis beaucoup attachée à ce personnage qui est très proche de sa tante aussi, c'était très mignon, ça, le rapport qu'il a avec sa tante, voilà, qui est orphelin, il est orphelin en plus, ses parents, on me dit que ses parents ont été, enfin je sais pas si on peut le dire, s'ils ont été... Si, parce qu'il faudra attendre. On peut le dire là, parce qu'il faut attendre 10 tomes. On n'a pas l'explication. Hein, voilà. Non, ça va. Voilà, elle n'arrive que dans le tome 10, voilà, donc on a le temps. Voilà, donc ses parents ont été assassinés. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. Donc voilà, et ouais, j'ai vraiment... Et puis bon, évidemment, hein, l'enquête est très bien. Alors,
il y a quelques petites facilités, mais bon, c'est en même temps, j'ai envie de dire, c'est le propre un peu de ce style de polar aussi, quoi. Hein. Il Ouais, ne faut pas ouais. attendre un truc ultra réaliste, machin. Non. Ce qui est intéressant, c'est le cadre, c'est la façon dont l'enquête est menée, et c'est les personnages, voilà. Donc, mais moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, franchement, Merci. je suis très cliente pour le coup de, de ce style. Merci. Non, non, mais c'est vrai, hein, j'ai beaucoup aimé. C'était, oui, voilà, c'est un personnage, comme dit Adeline, dit ça a l'air d'être un personnage attachant. Oui, oui, c'est un personnage très attachant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Ça change, moi, je le dis souvent, j'en ai marre dans les sagas policières. Des personnages qui sont proches des inspecteurs, enfin des policiers qui sont proches de la retraite et qui sont très Ouais. désabusés, qui sont alcooliques, qui sont, enfin voilà, je Mm. supporte pas ce gros cliché, ça m'énerve, ça m'exaspère. Donc là, c'est justement ça, un peu de fraîcheur, quoi, voilà, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais Ah ouais, c'était, merci Eva, voilà. parce que je l'ai créé comme ça, volontairement comme ça, moi aussi. Pareil, un peu en Mm, décalage par rapport à ce que je lisais, notamment dans mm, le roman policier français, pas que. Hein. mm, Attention, il y a des très très belles choses dans le roman policier français. Hein. Mais voilà, je trouvais aussi qu'il y avait mm. une espèce d'ornière dont il fallait sortir. Et je l'ai créé aussi pour ça, Eva. Donc je suis très heureux que vous l'ayez repéré parce que c'était une vraie volonté de ma Ah part. bah, franchement, c'est parfait, impeccable. Non, non, c'est vrai, ça, c'est génial. Et du coup, bah justement, qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage d'Archibald Sweeney? En fait, ouais, Intéressant. c'est une question importante Ouais. parce que en fait, j'avais quelque chose à réparer. Je m'étais pris une Mm. claque un jour, il fallait que je la Ah, répare un jour. Alors, j'essaie d'être bref hein, parce que on a tous notre temps limité. pas de souci. Lorsque j'étais officier à Sarajevo, j'ai accueilli Mm. pour une journée, c'était un reporter de guerre écossais qui physiquement ressemblait beaucoup à mon inspecteur, un jeune homme, rouquin, barbu, mal fagoté, qui ressemblait à rien hein, concrètement. Hein. C'est Et ce qui est donc, dit dans le ma livre, il ressemble à mission, rien. ouais, mais c'était ça physiquement. Et donc ma mission, c'était il publiait donc des livres de photos, des reportages de guerre, mais de façon très artistique. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que lui m'avait dit aussi. Donc je l'ai emmené sur des points un petit peu chauds de Sarajevo. Ma mission, c'est de le ramener vivant. C'était quand même ça qui était important parce qu'il pouvait tomber 200 à 300 obus par jour sur la ville assiégée, donc c'était un contexte un peu tendu. Donc je connaissais bien la ville, j'y ai passé en tout plus d'un an. Donc voilà, je l'ai quand même emmené dans des endroits qu'il avait envie de voir tout en le sécurisant. Et Mm. puis, j'ai pas vraiment fait attention à lui parce que justement, il était absorbé par son travail. Donc voilà, je l'ai un Mm. peu négligé. Et le soir, lorsqu'on est rentré au quartier, il m'a montré les livres qu'il avait publiés. Et là, je m'en suis beaucoup voulu de l'avoir négligé parce que ces livres étaient absolument magnifiques. Il avait un œil extraordinaire. Il voyait des choses que moi, je ne voyais pas. Il savait sublimer ces contextes-là. Il savait en faire de l'art. Et là, je me suis dit, attention, la preuve que l'habit ne fait pas le moine. Ce Mm. garçon était exceptionnel. Quoi. Et donc, je m'en suis beaucoup voulu. Et je crois que ça m'a rattrapé des années après. Il fallait que je corrige ça. Et mon inspecteur est un peu dans cet esprit-là. L'habit ne fait pas le moine. Donc, pour la partie physique, c'est vraiment ce reporter de guerre écossais qui m'a inspiré. Et puis, pour Mm. le caractère un peu iconoclaste, un peu chien dans un jeu de quilles, Ouais. j'ai un ami qui est un jeune prêtre parisien Mm. et qui est alors qui est un prêtre sérieux, hein, mais Mm. qui ne se prend pas au sérieux. Donc, il aime bien Mm. blaguer. Mm. Et il est très apprécié de sa communauté. Voilà, il est très proche des gens qui l'entourent. Et dans le même temps, il est capable de raconter des blagues absolument, enfin moi, que j'oserais même pas répéter sur la religion. Mais voilà, c'est Ah sa ouais. façon de prendre de la distance par rapport à ça, Ouais. d'être sérieux sans être quelqu'un voilà, qui se prend trop au sérieux. Donc, ce Mm. côté comme ça, un peu décalé, un Mm. peu C'est ça. hétérodoxe, moi, ça me plaisait Mm. beaucoup. Et donc, Mm. j'ai mixé les deux et c'est devenu l'inspecteur Archibald Sweeney. Ah ouais, bah franchement, c'est réussi. C'est un mélange très réussi. On se l'imagine assez facilement, en fait. J'ai aimé aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'humour, mais sans que ce soit burlesque. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec certains cosy mystery, genre Agatha Raisin. Ouais, C'est de l'humour ouais, auquel pareil. j'adhère pas trop. Ah, C'est un peu pareil. too much, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu too much. Je trouve aussi, ouais. Ouais, ouais. Alors que là, non, ça reste quand même, en fait, voilà, il y a un côté réaliste, tout en ayant ce côté un petit peu folklore, enfin, je sais pas comment, comment déterminer ça, Ouais, mais voilà, et du coup, le mélange, ça fait un beau mélange, ça fait que ça fait un personnage qui est à la fois très original, tout en étant quand même, enfin, on arrive à se l'imaginer, c'est un personnage qui est réaliste quand même, voilà. ouais, je voulais Donc, qu'il soit fracassé, qu'il ait ses mm, fêlures, ses blessures, mais en même temps forcément. qu'il soit réaliste, hein, Mm, qu'il reste humain. Maintenant, ce qui me l'a aussi inspiré, c'est une première visite au CID, à la
criminel à Édimbourg, hein, où on m'avait accueilli de façon très agréable. Alors, mais l'inspecteur écossais, l'inspecteur chef écossais, c'est costume cravate, c'est nickel, c'est smart. Hein, ils sont adorables, hein, mais franchement, il n'y a rien qui dépasse. Et je m'étais dit que le mien ne pouvait pas être comme ça. Et donc, volontairement, il est un peu l'opposé de tout ça. Et c'est ce qui va créer le décalage, le ton de la comédie, parce que justement, il est tellement différent. J'ai voulu jouer avec ça. Parce que si vous n'avez pas ce décalage-là, la comédie ne peut pas naître. Il faut relire des ex-Braia, des Imogènes, des choses comme ça. On a un peu besoin que ces personnages-là soient, entre guillemets, différents, positivement. Hein. Et donc, j'ai voulu jouer avec ça. Mais ouais, c'est ce souvenir, cette première rencontre avec un inspecteur écossais dans la Feds Avenue à Édimbourg, où là, je me suis dit, ils sont super adorables, mais le mien ne peut pas être comme ça. Quoi. Non, ouais, non, mais justement, c'est très bien. Mais du coup, ça donne envie aux filles là dans le chat. Bah voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, oui, j'ai pas mis votre. Je vais mettre immédiatement votre site dans le chat quand même. Merci. Je le mettrai. Bah oui, je le mettrai en barre d'infos également sur YouTube. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé par les livres, on va parler d'autres livres après. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez commander les livres sur le site, voilà. Et en plus, il y en a 20 maintenant. Ils sont pas chers. Donc voilà. Alors, donc on va passer à la question suivante. Du coup, juste voilà, je retrouve mes petits. Donc, on va parler de romance historique, puisque vous avez également écrit, voilà, enfin, pour moi, le terme, c'était ça, hein, c'était romance historique. Ça me va bien. Vous m'avez pas contredite, donc... Non, c'est bien. Alors, du coup, voilà, pourquoi, donc on va montrer, par exemple, Les Roses de Sarajevo. Pourquoi ce choix, oui, si différent de votre genre de prédilection, a priori, hein, qui est le polar? Ouais, le déclic, il est là. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, j'ai une formation de littéraire, hein, donc ce qu'on appelle les grands textes, ceux qui ont une portée universelle, intemporelle, je les ai travaillés. Hein, donc, je suis conscient de ce que sont ces grands textes, entre guillemets. Et peut-être que je me sentais pas autorisé à en écrire pendant assez longtemps. Et puis le déclic a donc été le suivant. Un matin, je regarde régulièrement les classements de mes livres. Hein, faut pas être idiot non plus. Et je me rends compte que sur un site le plus gros site, on va pas donner de nom, le plus gros site de vente de livres numériques en France et dans le monde, eh bien mon Meurtre du 8e trou se retrouve au numéro 1 des ventes, mais toute catégorie quoi. Et je me dis non, c'est une blague, c'est une caméra cachée. Et puis, et vous dites, mais même la Bible est derrière moi. Quand on est un peu émoustillé, il faut vite aller prendre une douche parce qu'on sait qu'évidemment, ça ne va pas durer. Voilà, quand vous êtes au sommet de la montagne, vous allez très vite redescendre. Bon. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que je me sentais autorisé à ce moment-là, si à un instant T dans ce classement des meilleures ventes, je me retrouvais à cette place-là, je me suis dit, je me sentais peut-être autorisé à tenter autre chose, à aller plus loin peut-être. Et puis j'avais cette expérience à Sarajevo qui pour moi était importante, qui m'habitait, que j'avais, qui était un peu cachée en moi depuis plus de 20 ans. Et je pense que j'avais quelque chose à transmettre. Un message important pour moi à transmettre de cette expérience-là. Et je voulais justement le faire de la façon la plus universelle, la plus accessible possible. Et à travers une très belle histoire d'amour, le couple dont je parle dans l'histoire existe, hein, c'est une histoire vraie, romancée, mais une histoire vraie. Ils ont été surnommés les Roméo et Juliette de Sarajevo. Et donc, c'est une histoire extrêmement forte, qui a cette force-là, qui traverse le temps, les âges, quoi. Et je me suis dit que... Et quand j'ai vu que leur histoire n'avait été ni racontée ni filmée, et que moi je la connaissais bien, je me suis dit, voilà, je vais parler d'eux. Et à travers leur destin, qui est un destin absolument exceptionnel, c'est une façon de parler de cette expérience-là et de mettre personnellement hein, cette blessure-là à distance à travers ce livre-là, quoi. Et donc il y avait une dimension très personnelle dans l'écriture, mais aussi la volonté de porter un message le plus universel, le plus intemporel possible. Voilà comment ça s'est joué au départ. D'accord, génial. Et pour la deuxième, alors je l'ai pas mise pour le coup. Ouais, Blue Baby, Voilà, on est proche de ces repères-là. Blue Baby, l'idée vient parce que Les Roses de Sarajevo est un vrai succès. C'est-à-dire que, pas forcément en termes de vente, parce qu'on vend toujours plus de romans policiers que de romans traditionnels, mais peu importe, hein, c'est pas là que c'est important. Mais voilà, la qualité des retours et la qualité des partages autour des Roses de Sarajevo m'a incité à aller plus loin. Et Blue Baby, le deuxième, qui se passe en juin 40, c'est le premier acte de résistance en France. On désobéit à Pétain, les cadets de Saumur vont se faire tailler en pièces sur la Loire parce qu'ils ont envie que ça s'arrête, que les Allemands n'aillent pas plus loin, et ils vont mourir, entre guillemets, pour le panache, quoi.
Et je trouvais qu'en ces temps troublés que nous traversons tous, voilà, actuellement, où peut-être parfois l'esprit de résistance viendrait à manquer, je trouvais que c'était important que de présenter à nouveau cette histoire-là, de montrer que les jeunes gens qui ont su désobéir sont des jeunes gens que nous pourrions tous être à l'instant T. Et que ces jeunes de juin 40, bah, c'est les jeunes de maintenant, quelque part. Et donc, j'ai voulu partager ça. Ouais. D'accord, bah, c'est extrêmement intéressant. Du coup, on est vraiment dans l'historique avant tout, mais c'est bien d'écrire des histoires d'amour aussi. Ouais. Donc, excellente idée. Et j'espère pouvoir les découvrir également, du coup. Alors, du coup, on va parler donc de votre nouvelle saga, en fait. Ouais. Voilà, puisqu'il s'agit donc des enquêtes de Lucy Four Stripes. Très bien. Donc, je vais afficher immédiatement Des ombres au paradis, donc c'est le premier tome. Voilà, il est là. Très belle couverture. J'habite tout près, là. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment... Oui, vraiment. Ah, c'est génial, ça. ouais, la couverture, une petite très belle couverture. Ouais, la couverture est magnifique. Alors, donc, pourquoi une femme déjà et pourquoi ce changement un peu? Bon, j'imagine l'île Maurice parce que vous y habitez, forcément. Mais oui, pourquoi une femme? Voilà, ça Oui, m'intéresse. alors déjà, c'était absolument imprévu. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de plan. C'est que, voilà, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que j'ai découvert une île absolument magnifique. Je commence à me sentir de plus en plus mauricien, ça devient même assez inquiétant. Et mon capable cause créole, ça donc voilà. On s'attache à ce pays qui est un pays qui est assez extraordinaire, qui a une culture un peu très, très métissée, très mélangée, qui est un peu unique au monde. Et donc, je suis tombé amoureux de ce pays-là et des gens qui y habitent. Et à un moment, ça s'est imposé à moi d'essayer d'en parler, de rendre compte de ce que je vivais à travers ce que je sais faire, hein, le roman policier. Et je me suis rendu compte que le roman policier mauricien n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'auteur de roman policier mauricien. Par exemple, le mot polar n'existe pas à Maurice. Ah oui, quand je disais polar, les gens me regardaient. C'est une veste polaire, c'est un ours. Ils ne comprenaient pas. Et donc, c'était une surprise. On lit du roman policier à Maurice, bien évidemment. Hein. On connaît les grands auteurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y avait pas le sillon roman policier mauricien n'existait pas. Et donc, une fois que pendant un an et demi, voilà, j'ai découvert mon île, j'ai envie de dire maintenant, et je me suis senti le droit d'en parler parce que je commençais à bien en tout cas bien la cerner. Et puis, lorsque j'ai fait la connaissance, parce qu'il fallait que j'étais en train de préparer tout ça, je fais la connaissance de la police mauricienne, et qui est une police, on va dire, pas totalement masculine, mais quand même très, très, très masculine. D'accord. Mais ils sont gentils, hein, attention, ils sont vraiment adorables. Et les gens avec lesquels j'ai échangé, ils sont vraiment des gens adorables, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ça manquait de femmes, sincèrement. Et je m'imaginais que dans ce milieu très, très viril, très indien dans ses origines, ça pouvait être intéressant, là aussi pour cette ambiance de décalage, de ton de la comédie, que de venir parachuter une jeune femme qui ne leur ressemble pas, qui est créole, qui n'est pas d'origine indienne, et en plus qui a été formée au Royaume-Uni. Donc elle va arriver un peu là-dedans, comme un cheveu sur la soupe. Il y a toujours le Royaume-Uni. Ouais, parce que en fait, Maurice était une île britannique jusqu'en 1968, hein, donc la langue officielle est toujours l'anglais. Et il y a toujours un lien très fort quand même entre Maurice et l'univers britannique, on va dire. Et donc, en plus, alors je vous la fais brève, enfin voilà, cette jeune femme ne connaît pas ses parents, elle est née à Maurice, elle a été adoptée très vite par un couple de médecins britanniques. Et puis justement, inévitablement, la vingtaine étant là, elle a envie de retrouver ses racines et son désir, c'est de partir à Maurice, pas seulement pour enquêter, mais en fait, elle va enquêter sur elle-même. Donc, à travers elle, on découvre la culture mauricienne. Et comme elle est très, très métissée, elle le dit un moment dans le livre, n'importe lequel des Mauriciens qu'elle croise pourrait être son parent, quoi. Ah oui. Donc, on est vraiment cet esprit-là. Et puis, en créant une femme, c'était un petit défi, un petit challenge pour moi, parce que vous avez constaté, je suis un monsieur. Donc, il fallait que je me mette dans la tête d'une jeune femme. En plus, je suis un monsieur maintenant qui a bientôt la soixantaine. Donc, c'était un vrai challenge que de rentrer dans la tête d'une jeune femme, en tout cas d'essayer de le faire, et de voir le monde et cet univers mauricien à travers ses yeux.
Et je trouvais que c'était un challenge technique intéressant, mais c'est aussi très passionnant à faire. Et là, je suis en train d'écrire le tome 2 de la collection, de cette nouvelle saga. Eh bien, je deviens un peu schizophrène et je deviens un peu Lucifer Stripes pendant quelques heures le soir quand j'écris. Ok, bah, ça a l'air extrêmement intéressant. J'avoue que là, je pense que je me pencherai dessus parce que j'ai envie de. Même si j'aimerais bien aussi continuer les enquêtes de Sweeney, mais c'est vrai que là, forcément, une femme, moi, je me sens. D'ailleurs, c'était quelque chose que je déplorais pour le coup là-dedans, c'était le manque de personnages féminins. Voilà. Tous les enquêteurs, toutes les personnes, le médecin légiste, etc., qui gravitent autour, ce sont en plus dans le milieu du golf, a fortiori. Ouais, très masculin. Voilà, ce ne sont que des hommes, à part donc celle qui est assassinée au départ. Voilà. Mais oui, du coup, je déplorais un peu ça. Donc là, j'aimerais vous découvrir avec effectivement un personnage féminin au centre de votre roman. Là, ça me. Ah ouais, puis c'est une jeune femme qui est une jeune femme créole qui a un peps extraordinaire, qui a pas froid aux yeux. En plus, ce qui est intéressant à Maurice, c'est que vraiment c'est une société qui fait sa place aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes hommes, les jeunes femmes, on leur fait confiance, on leur donne toute leur place, toute leur chance. Et je trouvais que c'était intéressant à travers elle de rendre hommage à cette capacité qu'a la société mauricienne, que de vraiment de mettre le pied à l'étrier à la jeunesse. Et je trouvais intéressant que justement qu'elle soit emblématique de ça et qu'elle soit en réussite. Alors évidemment, quand tout le monde a ses failles, elle a ses doutes, elle a ses questionnements. Surtout que l'univers policier dans lequel elle gravite, il est vraiment très viril et pas toujours forcément correct avec elle. Mais bon, comme elle n'a pas froid aux yeux, là où il y a une volonté, il y a un chemin, elle va passer, quoi. Ok. Bah oui, ça fait très envie. Bah, pour le coup, il y a des personnes qui sont intéressées dans le chat. Ah, un Hakim qui est là. Qui demande si votre femme vous a donné des conseils pour le personnage de Lucie. Ah oui, question intéressante. Ouais. C'est même elle qui a eu l'idée la première, parce qu'en fait, c'est d'un échange avec une jeune femme créole qui lui racontait une histoire vraie. Alors, je ne vais pas tout dévoiler pour pas spoiler, comme on dit en bon français, l'histoire. Mais en fait, c'est mon épouse qui a été très sensible à cette histoire vraie que j'ai trouvé, qui a une émotion absolument forte. Parce que quand je vous parle de cette jeune femme qui est à la recherche de ses racines, c'est une histoire vraie. Hein. Ah oui. Et on peut essayer d'imaginer, de comprendre, de ressentir ce que quelqu'un qui est coupé de son univers, de son univers originel, les besoins qu'on a de se réenraciner dans un pays, dans une culture. J'ai trouvé que c'est extrêmement émouvant parce qu'en fait, dans l'histoire vraie, la jeune femme va vraiment retrouver sa famille, ses sœurs, sa mère, mais une mère qui pensait qu'elle était décédée parce qu'on lui avait dit qu'elle était morte, quoi, alors qu'elle avait été adoptée. Et donc ce moment d'échange, de retrouvailles, je vous garantis que quand on vous le raconte, quand c'est sa sœur qui vous le raconte, c'est extrêmement fort, quoi. Et je voulais rendre hommage à ça, cette force-là, parce que c'est un destin que beaucoup de Mauriciens malheureusement ont connu, parce qu'il n'était malheureusement pas si rare que justement les enfants soient adoptés très jeunes et soient coupés comme ça de leur univers d'origine et partent pour la Suisse, pour l'Europe, pour l'Australie. Et c'est arrivé à beaucoup de Mauriciens. Et c'était une façon pour moi de leur rendre hommage à travers ce personnage-là. Ouais. D'accord. Oui, c'est dur quand même comme histoire. Ah oui. Non, bah, du coup, c'est d'autant plus intéressant. Okay. Et d'ailleurs, question, est-ce qu'on va être un peu dans le même style que les enquêtes de Sweeney, ou vous avez fait quelque chose peut-être un peu plus sérieux, ou je sais pas? Le contexte va forcément influencer, c'est-à-dire qu'on est dans du roman policier soleil, c'est-à-dire que inévitablement l'hémisphère sud, le contexte mauricien vient influer. On va être moins dans la nostalgie de ce grand nord de l'Écosse. Le contexte par lui-même et la population, la société dans laquelle on implante l'intrigue va évidemment modifier la tonalité. Maintenant, comme toute société, il y a des côtés très clairs, lumineux, et puis il y a aussi des côtés sombres. Donc on va dans le roman policier, on va venir travailler ça. Et c'est un peu le titre du premier, des ombres au paradis. Oui. C'est-à-dire que c'est le paradis pour les touristes, c'est le lagon, c'est la mer bleue. Maintenant, si vous grattez un petit peu le vernis, il y a quelques ombres et c'est pas inintéressant d'aller pour bien comprendre à qui on a affaire et pour retrouver le soleil après, le paradis, c'est pas inintéressant de plonger à ces endroits-là. Et c'est ce que mon inspectrice est amenée à faire dans les enquêtes, quoi. Donc il y a vraiment cette ambivalence, cette ambiguïté de cette société-là et de ces intrigues-là. Ouais. Maintenant, ça reste moi j'appelle ça du polar soleil, malgré tout.
D'accord. Ça se terminera bien. Ouais, Et bon, tant mieux. il y aura de l'humour et du rythme. Ouais. Ok. Oh, bah, c'est bien, c'est bien. Ça fait, ouais, ça fait un peu des lectures un peu doudou, je pense aussi. Moi, j'aime bien hein, ce genre de lecture de temps en temps, un peu légère. Légère, mais tout en étant quand même, voilà, il y a quand même le côté polar. Voilà, on n'est pas dans du feel good non plus, complètement en tout cas. Non. Le roman Mais policier voilà. britannique permet ça, c'est-à-dire que Oui, sous cet aspect très convivial, très, très chaleureux, très cosy c'est par ça. apparence, il Mm, n'empêche qu'en dessous, on peut justement délivrer mm. des messages qui sont très forts, qui sont poignants, qui sont chargés d'émotions et qui ont une charge universelle, quoi, qui vous interpelle. Et pour ça, moi, j'adore ce genre-là. Ça vous permet de concilier les deux, je crois. Ok. Ah, bon, vous allez faire une vente, hein, parce qu'il y en a un Bérangère dans le chat qui dit Polar Soleil, c'est bon, c'est vendu. Je me le prends. Surtout Voilà. l'hiver. Ah bah oui, là, c'est vrai qu'il y en a besoin, là, pour le coup. Ouais. Et donc, en conséquence, est-ce que c'est la fin des enquêtes de Sweeney? Oh non, 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 du tout. C'est presque une oxygénation parce que Mm, j'espère, en tout cas c'est mon espoir, que de mm. travailler un autre personnage. En fait, je suis un peu comme Agatha Christie avec Hercule Poirot et Miss Ah Marple, oui, involontairement. Ça ressemble un peu c'est à vrai. ça. Ça me permet de me réoxygéner, Mm, de pas toujours être sur la même perspective, pas toujours être sur le même point de vue, parce qu'à mm. force peut-être d'être dans la tête des mêmes personnages, d'une même famille de personnages, inévitablement on peut s'étioler un peu, ça c'est humain. Et donc je trouvais intéressant que de me botter l'arrière-train personnellement en me mettant ce challenge-là, et puis comme ça, de varier les personnages, de varier les colorations. J'espère en tout cas que ça va m'enrichir et me diversifier encore un peu plus. En tout cas, pour moi, c'est une respiration. Ils vont s'enrichir l'un l'autre, et donc en aucune façon, c'est la fin de mon inspecteur. Bon, Là, je termine ma deuxième phase avec ouais, mon tome 20. ouais. Là, je termine une parenthèse qui s'est ouverte dans le tome 10, que je referme dans le tome 20, et qui va évidemment être une passerelle pour les prochains. Dans le tome 21, on va ouvrir de nouveaux horizons pour mon inspecteur, pour Archie. Ok, bon, vous allez mener un peu les deux, du coup, les Ouais. deux intrigues en parallèle, en fait, hein, les deux aventures en Ouais, tout à parallèle. fait. Alors, question. Alors, on en a parlé un petit peu, hein, du coup, puisque bon, c'est à moitié de l'auto-édition, en Mhm. partie. Mais pourquoi, voilà, pourquoi ce choix, au final? Et est-ce que vous aviez déjà, quand même, été contacté par une maison d'édition par le passé? Bah, ouais, c'est une excellente question. Eva. C'est un vrai choix en fait au Mm, départ. C'est un milieu que je connaissais un tout petit peu parce que je viens d'une famille d'imprimeurs, donc j'étais un petit peu quand même au contact, surtout des imprimeurs, mais donc évidemment un petit peu des maisons d'édition du Grand Ouest que je connaissais un tout petit peu, hein, sincèrement. Mais ce qui a motivé mon choix, c'est, je crois, en tout cas quand j'ai commencé, j'avais pas 40 ans, mais pas loin, ça approchait. Je commençais peut-être à bien me connaître et je savais que je serais un auteur certainement ingérable pour un éditeur. Parce que je suis pas, je suis pas un client facile, c'est-à-dire que je me laisse pas faire. Et je savais que si on m'imposait ceci, cela, je pouvais mm, être un client difficile pour n'importe lequel des éditeurs. Et donc, comme j'ai cette indépendance d'esprit-là, je me veux cette liberté-là, je me suis dit, bah, tant pis, je prenais ce risque que d'apprendre ce métier d'éditeur parce que c'est même plusieurs eh oui, métiers. Il eh faut oui. connaître des tas de. Enfin Mm, voilà, c'est bien d'écrire des textes, mais mm, il faut aussi avoir cet esprit commercial, cet esprit de chef d'entreprise, mm. connaître les métiers des autres. Alors l'imprimerie, je connaissais déjà un petit peu, même si ça avait évolué, quoi. Mais tout ce qui était les infographistes, enfin voilà, vraiment se plonger dans cet univers-là et apprendre différents métiers si on veut prétendre être j'étais pas auto-éditeur, je me suis tout de suite vu comme l'éditeur de mes propres livres. Je l'ai mis dans cette perspective-là, quoi. Mm. Je trouvais que c'était important de le voir de cette façon-là et d'être prêt à m'auto-censurer un moment. Si par exemple j'avais envie d'écrire quelque chose, mais que je savais, entre guillemets, pas vendeur, Mm. et garder ça à l'esprit. Et donc, m'auto-censurer si besoin était. Et j'ai vraiment travaillé tout de suite dans cette volonté-là. Euh, parce que je savais que je serais incapable de bien travailler avec un éditeur. Ce serait trop compliqué pour moi et donc compliqué pour lui. Et j'ai fait cette expérience de travailler une coopération d'éditeurs. Et même comme ça, c'est pas facile. Bah, vous le savez tous, hein, qui suivez ça, c'est un milieu où les égos sont sont un peu prégnants quand même. Et Mm. donc, c'est difficile pour nous tous, qu'on soit éditeur, qu'on soit auteur, de vraiment travailler ensemble de façon constructive. On est un peu tous dans notre couloir et on Mm. a un peu de mal à donner la main à celui qui court à côté de vous. Donc voilà, pour moi, je sais que c'est quelque chose de difficile à faire. On peut se retrouver entre éditeurs, entre auteurs pour des choses très particulières, très ciblées,
Maintenant, sur le long terme, c'est un peu délicat. Donc, j'ai fait ce choix-là qui n'était pas facile parce que même quand vous êtes à peu près en réussite, que ça fonctionne bien, vous serez regardé comme, comme pas vraiment éditeur et pas vraiment auteur. C'était un peu le piège. Hein. Maintenant, il faut savoir louvoyer, naviguer avec ça, l'accepter. Et puis, voilà, je suis à l'aise avec ça dorénavant. Et donc, ça ne m'empêche pas d'avancer, en tout cas. Enfin, j'espère. Non, mais tant mieux, tant mieux. Non, mais c'est vraiment une très bonne idée. Et puis aussi, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais si vous réussissez là-dedans, je trouve ça parfait. Alors, on va parler un petit peu de lecture, puisque avant d'être un auteur, j'imagine bien que vous êtes un lecteur. Alors, quel genre de lecteur êtes-vous et que lisez-vous? Eh ben, en fait, ça part dans tous les sens. Alors, je vais vous donner l'exemple le plus récent des 3 derniers livres que j'ai eu entre les mains. Ouais, je crois que de mémoire, hein, alors l'auteur, il s'appelle Alexandre Gerby. C'est son premier roman et il s'est lancé là-dedans. De mémoire, le titre doit être Le Toton de Welchingels. Mais je peux me tromper. Donc, allez plutôt voir Alexandre Gerby, Gerbi, et là, vous trouverez son livre. Donc, voilà, western et message philosophique. Moi, ça m'a bien amusé. L'avant-dernier, c'est un ouvrage d'un ami, un ouvrage, alors cette fois complètement différent, plus personnel. Il s'appelle Les Indomptables. C'est un témoignage sur le décès de ses 2 parents pendant la crise Covid. Donc, c'est un témoignage très, très fort, mais qui, là aussi, je pense, a une portée universelle pour chacun d'entre nous. Comment aurait-on réagi dans ces conditions-là? Donc, l'auteur, c'est Tristan Edelman, et ça s'appelle Les Indomptables. Voilà, pour le titre. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois à peine. Et puis celui que j'ai entre les mains, alors là, il est beaucoup plus personnel. C'est une histoire de Maurice qui date un peu en langue anglaise. Donc ça m'amusait beaucoup de redécouvrir l'île Maurice d'il y a un siècle et demi, avec les vieilles cartes postales, les vieilles photos. Mais c'est très, très enrichissant et ça me permet de mieux comprendre l'île dans laquelle je vis. Donc vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Mais dans le même temps, je suis finalement assez peu lecteur de romans policiers. Parce que je me suis rendu compte que quand j'aime bien un auteur, quand je tombe sur un auteur qui me plaît bien, inévitablement, ça pollue un peu votre petite voix intérieure. Et on a toujours cette tentation de faire un peu à la façon d'eux. Et ça vient un peu perturber mon propre parcours. Et donc, je me méfie des romans policiers parce que si je les aime, après, je suis cuit. Quoi. Ça dure 3-4 mois comme ça. Et donc, je me méfie des collègues qui me plaisent bien. Quoi. Ok, ah oui, donc c'est quand même assez éclectique au final. Hein, ah ouais, vraiment. Ouais. C'est marrant. Ouais. On s'attend toujours à ce qu'un auteur lise ce qu'il écrit au final, mais bah non. Mais non, enfin, je pense pas, Eva, parce que le roman policier, on fait qu'on le veut. Alors, je vais pas employer des gros mots, mais on fait un peu de la sociologie quand même. Parce que quand vous implantez une intrigue, un meurtre dans une société bien particulière, il faut bien la connaître, il faut savoir comment elle fonctionne. Donc, si vous n'êtes pas, entre guillemets, un petit peu sociologue, un petit peu psychologue pour créer vos différents personnages, il faut rentrer dans leur tête, quoi. C'est comme un acteur, on se met dans la tête d'un personnage, donc il faut bien les comprendre. C'est-à-dire que même si un personnage dans mes enquêtes va j'ai envie de dire 3 lignes à dire, je sais quand même ce qu'il va dire parce que je le connais tellement bien, je sais ce qu'il a fait toute sa vie, et quand il vient dire ces 3 phrases, il a une bonne raison de les dire. C'est-à-dire que voilà, il n'aurait pas pu dire autre chose. Donc il y a tout ça qui va venir être construit, enrichi par toutes les lectures diverses et variées qu'on peut avoir sous les yeux. Ouais. Ok, non, mais c'est un point de vue intéressant, vraiment. Avant de passer à la dernière question, je vais vous demander dans le chat si vous avez des questions, éventuellement. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, puisque la dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'un nouveau roman est en prévision? Alors, je me doute un petit peu de quoi il va s'agir, mais ça en est où? On va même vous donner des scoops, Eva, hein, il ne faudra pas trop le répéter. Non, ouais. Alors, très sérieusement, ça je suis en train d'écrire c'est un vrai scoop que pour vous, Eva. Personne ne le sait, à part ma compagne, qui est aussi mon éditrice, personne ne le sait. Ouais, je lâche prise. J'avoue, je suis un mauvais suspect, j'avoue tout. Alors, je suis en train d'écrire le tome 2 des enquêtes de Lucifer Stripes, donc là, qui va être consacré au village dans lequel je vis. J'habite à Chamarel, un petit village dans les montagnes
mauricienne, qui est un village justement très mauricien, très à part, que les Mauriciens aiment beaucoup. Maintenant, ça va se gâter un petit peu parce qu'il va y avoir quelques cadavres qui vont joncher les rues là, dans quelques semaines. Mais voilà, c'est pour moi un plaisir de faire découvrir ce côté très authentique de l'île Maurice. Les Mauriciens vous disent souvent que c'est l'île Maurice d'il y a un siècle ou il y a 50 ans, mon village de Chamarel. Donc, je suis très heureux de leur faire découvrir à travers cette intrigue. Donc ça va paraître en juin, avant les vacances européennes. Et puis, en tout cas, pour les enquêtes écossaises de l'inspecteur Sweeney, en fait, il y en a déjà 3 qui seront en cours, qui ont été créés les uns après les autres. Ah oui. On a déjà les 3 tomes. Le prochain, le tome 21, se passera dans un lieu qui est... Allez voir les photos, ça s'appelle Lennox Castle. L-E-2-N-O-X Castle, comme château. Lennox Castle. Allez voir les photos sur Internet. Après 1 ou 2 photos, vous comprendrez pourquoi j'avais envie d'écrire à cet endroit-là. C'est un château qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres au nord de Glasgow, au sud-ouest de l'Écosse, et qui est un ancien asile psychiatrique. Quand vous verrez les photos, vous direz qu'effectivement, il y a matière à raconter quelque chose. D'accord. Donc ça, c'est pour le tome 21. Alors par contre, je ne peux pas vous dévoiler l'intrigue. Elle est déjà en construction. Et puis ensuite, il y aura un tome 22 qui se déroulera dans les îles Shetland, les Shetland Islands, tout au nord de l'Écosse. Ça, je m'y rends l'été prochain parce que je ne connais pas encore et je vais y aller. J'ai déjà une petite idée de l'intrigue, mais je vais aller voir. Et puis le tome 23 sera un véritable hommage à la grande dame Agatha Christie, parce qu'elle avait des vrais liens avec l'Écosse. Elle s'est mariée à Édimbourg, Agatha Christie, avec son second mari. En plus, en trichant, en ne disant pas où elle était, en trichant sur son âge, parce que l'écart d'âge avec son jeune mari était tel que ce n'était pas convenable. Donc, elle a même menti sur son âge lors de ce mariage à Édimbourg. Et puis, j'ai la chance de connaître une particularité de sa vie qui n'est pas dans les biographies, mais voilà que je tiens de sources sûres. Donc, ça va être un vrai scoop sur la vie d'Agatha Christie. Et donc, ce sera amusant pour moi que de le révéler à travers cette intrigue-là. Donc, voilà pour les 3 qui sont en préparation déjà. Génial. Ah, du coup, j'ai hâte d'arriver là, moi. Bon, j'ai encore du temps là, avant d'y arriver, mais ça se lit vite. Alors, j'ai des questions. Enfin, on a des questions dans le chat. Alors, donc, il y a Kim qui a bien noté que votre compagne était votre éditrice, du coup, qui demande... C'est la patronne. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est pas difficile de travailler en couple? Non, c'est un vrai bonheur parce que c'était pas prévu. Madame vient du monde de l'entrepreneuriat. Elle était chef d'entreprise et puis donc elle avait ce savoir-faire de diriger une entreprise, de tout cet univers-là, quoi. Alors dans un tout autre rayon, elle commercialisait des jouets en bois, donc vous voyez, on est assez éloigné. Mais en tout cas pour les repères de structure, de structuration, etc., puis les objectifs commerciaux, toutes ces choses-là, Sonia était très à l'aise avec ça et ça me permettait moi du coup de me décharger parce que ça faisait quand même presque 12 ans que je portais tout ça à bout de bras. Et donc Sonia a pris le relais, elle a pris de relais de façon efficace. En plus, c'est une passionnée de littérature, de livres. C'est quelqu'un qui lit et qui a lu énormément. Et donc voilà, c'était pour elle-même un bonheur de basculer dans ce monde-là. Et du coup, ça me permet de me concentrer un peu plus sur l'activité entre guillemets artistique, exclusivement, pendant que Sonia va être beaucoup plus confrontée à la réalité du monde de l'édition et dans ce travail avec toutes les équipes qu'on a autour de nous, quoi. Et non, à partir du moment où nos activités sont complémentaires et qu'elles ne sont pas concurrentielles, c'est même au contraire intéressant de se renvoyer la balle. Et puis, vous imaginez bien que faire nos réunions de travail au bord du lagon à Maurice, ça va, il y a pire comme situation. Oui, en effet. Mais bon. Alors, j'ai une deuxième question aussi. Donc, comment a été accueilli votre livre? C'est une question de Sophie. Comment a été accueilli votre livre Des ombres au paradis par les Mauriciens? Oui, oui, il est paru maintenant il y a 1 an. On avait fait le lancement, tout de suite bien marché. On a eu plein de monde au lancement qu'on avait fait dans un des lieux importants du roman. On était dans ce qu'à Maurice on appelle un château. Alors un château à Maurice, vous imaginez, c'est des demeures coloniales de Louisiane qui sont des espèces de maisons un peu, c'est Scarlett O'Hara, c'est Autant n'emporte le vent. Donc c'est des maisons comme ça qui ont un cachet assez extraordinaire. En plus, le château qu'on avait choisi n'est pas lié à l'esclavage. Il a été construit après, donc il n'y a pas de lien. Donc c'est exactement le château de Bellombre. Donc on a tout de suite voulu aller dans un lieu qui réunit
toutes les communautés mauriciennes, parce qu'il a ce côté, on va dire, franco-mauricien, construit par un Indien dans une région très créole. Donc, ce château de Bellombre, il est un peu emblématique de ce mélange de cultures. Et donc, j'étais très heureux qu'il y ait autant de monde. Et puis, comment allait être accueilli ce premier roman policier mauricien. Et belle surprise, hein, c'est tout de suite les lecteurs mauriciens se sont appropriés cet ouvrage-là. Très vite, en dédicace, on est venu m'en parler en me disant que les lecteurs avaient accroché parce que j'ai vraiment voulu rendre hommage à la culture mauricienne dans ce premier ouvrage. Et visiblement, ça a fonctionné. Et puis, voilà, il y a eu plein d'articles dans les journaux. Je suis passé sur la télévision mauricienne. Génial. Et il y a un ami mauricien qui lui-même est auteur. Et quand il a vu que il était heureux pour moi que ça fonctionne bien, qu'il soit bien accueilli, il m'a dit avec un petit sourire, voilà, te voilà un peu plus mauricien maintenant. Et ça m'a fait très plaisir. Oui, j'imagine. C'est génial, c'est bien. Ok. Moi, j'ai encore une petite question, alors, parce que je sais que vous avez un livre audio en préparation. Oui. Avec quelqu'un que vous connaissez bien. Voilà. Exactement. Alors, bon, voilà, il m'a dit que pour l'instant, effectivement, il travaille dessus. Surveillez-le, Eva, hein, et surveillez-le. Hein, c'est plus... oui, bien sûr. Oui, non, mais vous inquiétez pas, je lui dis. Mais du coup, oui, c'est plus, comment dire, une doléance qu'une question. Mais moi, j'aimerais bien que la saga soit en audio, parce que je vous avoue que c'est pas du tout faire la pub à Kim ou quoi, mais c'est vrai que j'aime bien écouter des livres comme ça en audio, tout ce qui est un peu cosy mystery, etc. Je sais pas, il y a un côté doudou au fait de me mettre ça, parce que c'est des lectures un peu un peu détentes, et je trouve que ça colle bien au livre audio. Ouais, moi, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles ça a matché avec Kim, que voilà, on a bien échangé tout de suite. La première, c'est qu'il y a quelques années déjà, le hasard, lors d'une dédicace à Lorient, à un festival interceltique, un véritable acteur, s'amuse à prendre le livre et ouvrir une page au hasard et à me lire comme ça quelques tirades de l'échange. Et j'ai envie de dire, ça le faisait, quoi. C'est tout d'un coup, les personnages étaient vivants, parce que bon, le monsieur était très bon acteur, et dans ces conditions-là, hop, vos personnages prennent vie à travers sa voix, à travers son intonation, à travers sa façon de les jouer. Et je me suis dit, ça sonne bien, bien. Donc ça m'avait interpellé, j'avais gardé ça en souvenir. Et puis ça fait maintenant déjà un long moment que beaucoup de lecteurs m'en parlent lorsque je suis en dédicace, me disent, ce serait intéressant de les avoir sous ce format-là, comme vous, Eva. Ils aiment bien s'installer, ce côté détente, et peut-être que des intrigues comme ça qui se passent dans ce lieu un peu fantasmé de l'Écosse, cet imaginaire-là est très positif. Peut-être qu'on part encore plus facilement, et voilà, on est dans l'ambiance d'Édimbourg, on a le brouillard qui descend dans les ruelles, le crime va arriver. Je pense qu'on se met assez vite dans l'ambiance, et nul doute que Kim saura nous restituer ça et nous emmener avec lui aussi. Il y a la pression là quand même. Va falloir être bon acteur. Je suis pas inquiet. Bon, d'ailleurs, il demande, rien à voir, mais il pose la question, est-ce que les loyers sont chers à l'île Maurice? Alors, pour tous ceux qui souhaitent un jour s'installer à l'île Maurice, c'est des loyers un peu moins élevés qu'en France, un tout petit peu moins élevés. En revanche, on aura, y a pas le choix est pas énorme, ça il faut quand même le reconnaître. Mais en revanche, la qualité des biens qui vous sont proposés, leur implantation, leur contexte sont, c'est juste un bonheur, quoi. Et donc si on veut par exemple, faire de l'île de Maurice avoir une résidence secondaire, ça peut être super intéressant. Mais voilà, je vous encourage à venir découvrir ce qui devient mon île de plus en plus, vous faire une idée, parce que vous doutez bien qu'il y a plusieurs dimensions. Moi, j'habite dans les montagnes. Vous pouvez préférer le bord de mer. Enfin voilà, il y a ces différents aspects de l'île Maurice. Il y a des lieux qui sont plus hindous, plus musulmans, parce qu'on parle. Un Mauricien va se présenter à travers sa religion. Il vous dira pas je suis un Indien, il vous dira je suis musulman, je suis hindou, je suis catholique, enfin voilà, ça marche comme ça à Maurice. Et donc il y a tous ces univers différents à découvrir. Mais en tout cas, je vous garantis que c'est un pays qui est, la sympathie des Mauriciens n'est pas feinte, elle n'est pas faite pour le touriste. Ils sont spontanément généreux, accueillants. Les Mauriciens n'ont qu'une envie, c'est de vous parler de leur île, de vous la faire découvrir, de vous la faire partager. Donc si vous ne connaissez pas encore Maurice,
Maurice, venez, parce que je vous garantis que c'est un vrai petit paradis. Ouais, Ah bah, Kim dit on arrive. ouais il faut. Je vous ferai le guide. Avec plaisir. Bon, ben voilà, ben en tout cas, merci beaucoup. Hein. Voilà, s'il n'y a plus de Merci. questions dans le chat. C'était vraiment un agréable moment passé avec vous. Partagé, Voilà. moment partagé, ouais. On a appris beaucoup de choses. Et bah, nul doute que les gens vont, je pense, aller faire un tour. Je le remets d'ailleurs, le site, sur Merci, Eva. votre site. Alors oui, en plus, j'avais mis le lien. J'avais pas mis le lien de la page d'accueil, j'avais mis le lien de votre bio. C'est les anti-sèches. Oups. Je me suis grillée. Voilà, donc là, c'est bon, le site avec la page d'accueil. Mais bon, vous avez... voilà, de toute façon, Parce que vous avez le les site, je le onglets. trouve assez bien fait. Il suffit de cliquer sur une couverture pour avoir le résumé, le nombre de pages. Oui, se il faire est une très idée bien de ce qu'il y a fait. dans le livre. Il est très bien fait. C'est des livres qui peuvent être pris dans l'ordre de parution ou pas forcément. On peut aussi papillonner, un peu comme chez Agatha Christie, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Ça n'engage à rien. Ben voilà, bah, avec plaisir. Et puis voilà, bah, dans le chat, les personnes vous remercient également. Merci, merci à tous. Voilà, qui me dit un auteur qui donne envie de le lire et de voyager. Oui, c'est sûr. Merci, Kim. C'est sûr. Voilà, donc ben, merci encore. Et puis, en vous souhaitant du coup une bonne continuation et puis au plaisir de se recroiser sur les réseaux ou peut-être au détour d'une dédicace, hein, puisque c'était là qu'on s'était vu pour la première fois. Enfin, la seule et unique fois d'ailleurs, mais ouais. à la foire, c'était à la foire Expo de Montpellier, c'est ça? Oui, voilà, puisque c'était Montpellier, ouais, mais la quantité fait pas la qualité, Eva. C'est vrai. Et c'était spécial Écosse, hein, justement, si je me trompe pas. C'est pour ça ouais, tout à que fait, vous étiez présent en dédicace, voilà, dans votre cadre, dans votre environnement. C'était très sympa d'ailleurs cette petite exposition sur l'Écosse. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, puis, bonne année à tous. Que oui, 2023 vous apporte à tous bonheur et santé. Bien sûr. Meilleurs vœux également. Et puis à bientôt. Merci. Je vous dis. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, comme on dit à Édimbourg et à Maurice, bye bye. Bye bye. Ciao. Salut. Hop, je vous mute. Non, je vais repasser là en fait. Je ne sais plus comment couper, c'est bien. On est bien. Ah, c'est là, voilà, je raccroche. À bientôt. D'annonce. Ah si, c'est bon, ça a raccroché, voilà. Et merci pour le suivi, j'ai pas eu le temps de voir qui, donc je repasse là. Voilà, donc je vais arrêter du coup l'enregistrement également. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et cette interview. La prochaine interview, ce sera la copine Lisa Giraud-Taylor, qui est une auteure assez prolifique aussi. Hein. Elle nous a écrit quelques romans, dont j'ai eu la chance de lire l'un d'entre eux, donc je vous en parlerai également. Et donc ça sera dans 2 semaines, le 31 janvier. Voilà, des bisous YouTube. À bientôt. Ciao, ciao.